Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'histoires que vous connaissez tous, mais peut-être pas dans tous ses détails. S'il est l'archétype du héros mythologique, tout du moins dans nos régions occidentales, je suis certain que vous ne connaissez pas tous les détails de son histoire. Je vais donc m'attaquer à vous conter les 12 travaux d'Héraclès, en commençant par le tout premier, la traque du lion de Némée. Héraclès, ou Hercule chez les Romains, était un demi-dieu, fils de Zeus et de la mortelle Alcmène. Bien entendu, apprendre qu'une autre des frasques de son infidèle époux était en train de devenir célèbre ne manqua pas de faire enrager Héra, la femme de Zeus, et déesse liée au mariage. Furieuse, elle rendit Héraclès fou, le poussant à tuer sa propre épouse Mégara et ses enfants en les jetant dans le feu. Reprenant ses esprits et réalisant ce qu'il avait commis, Héraclès chercha la rédemption pour ses crimes. Cette rédemption fut possible grâce à Eurysthée, qui lui confia ses célèbres 12 travaux, impossibles à réaliser pour un mortel, mais pas pour un fils de Zeus. Héraclès, désespéré, accepta ses tâches sans rechigner. La première consistait en la défaite d'un lion gigantesque qui terrorisait la région d'Argolide. Ce lion, dont la peau était si dure que ni le fer ni les reins ne pouvaient l'entamer, était dit être la progéniture monstrueuse d'Échidna et de Typhon, selon l'historien Apollodore, ou de Chimère et du chien Orthros, eux-mêmes enfants d'Échidna, selon, cette fois-ci, Hésiode. La bête avait été élevée par nul autre qu'Héra, qui l'avait envoyée sur son ordre terrifier la région. Parvenu au village de Cléonaé, à mi-chemin entre Corinthe et Argos, Héraclès logea chez un berger, du nom de Molorchos, dont le lion avait tué le fils. Un jour, comme Molorchos était sur le point d'offrir son seul bouc en sacrifice, Héraclès le retint et lui demanda d'attendre 1 mois avant de faire un sacrifice, soit au héros mort, soit à Zeus, s'il revenait vivant. Héraclès se dirigea dans la région de Némée, équipé pour la guerre et prêt à en découdre avec la bête. Mais, comme le lion avait dépeuplé tous les environs, il ne trouva personne pour le renseigner et ne vit aucune empreinte du fauve. Qu'à cela ne tienne, il se mit donc en tête de traquer l'animal. Après avoir d'abord cherché sur le mont Apesas, Héraclès se rendit au mont Trétos, et là, il aperçut le lion qui revenait vers sa tanière, tout maculé du sang de sa dernière victime. Il tira une volée des redoutables flèches offertes par Apollon, le dieu des arts et de la lumière, sur le fauve. Mais, à son grand étonnement, elles rebondirent sur sa peau épaisse sans lui faire le moindre mal, le lion se contentant de se lécher le poil en bâillant. Ensuite, Héraclès utilisa son épée, qui se cassa comme un fétu de paille. Finalement, il brandit sa massue et asséna un tel coup sur la gueule du lion qu'il rentra dans sa tanière à double sortie en secouant la tête. Non pas de douleur, mais parce que ses oreilles lui tintaient simplement et que cela l'ennuyait. Il poussa alors un rugissement à crever les tympans qui força Héraclès à battre en retraite. Le demi-dieu, après avoir regardé tristement sa massue brisée, disposa alors un filet à l'une des issues de l'antre pour la bloquer et ainsi piéger le lion. Puis, hardiment, il pénétra dans l'antre du fauve par l'autre entrée pour le prendre à revers. Sachant à présent qu'aucune arme ne servirait à rien contre le monstre, il le saisit à bras-le-corps et s'engagea dans une lutte acharnée. Commença alors un combat dantesque entre le demi-dieu et l'animal. Furieux d'avoir été surpris pendant sa digestion, le lion de Némée rua d'abord, cherchant à éjecter Héraclès de son dos pour le transformer en un nouveau casse-croûte. Mais le fils de Dieu tenait bon, s'accrochant au poil de la crinière du lion. La bête essaya ensuite de le déchiqueter de ses griffes, mais celle-ci ne pouvait pas atteindre son dos,
ne faisant qu'entailler la peau même du lion. Finalement, il se mit à donner des coups de dents répétés et brutaux. Il parvint même à trancher un doigt de la main d'Héraclès, mais cela ne brisa en rien l'étreinte du demi-dieu. Si ni les flèches, ni les épées ou les massues ne pouvaient transpercer ou entamer la peau du lion, alors Héraclès eut recours à une autre stratégie. Il passa ses bras autour de la gorge de la bête et se mit à la serrer. Il serra si fort que le monstre commença à suffoquer. Bien sûr, cela ne fit que l'énerver encore plus, et il redoubla d'efforts pour dégager Héraclès de son dos. Mais le demi-dieu tint bon, compressant toujours plus la gorge de l'animal. Ce dernier commença à fatiguer. Sa tête tournait et l'air lui manquait. Héraclès continua jusqu'à ce que le lion ne cesse de bouger et ne s'effondre, inerte, sur le sol de la caverne. Il maintint sa prise encore quelques minutes pour s'assurer que celui-ci ne se relèverait plus, avant de se dégager. Puis, comprenant la protection qu'offrirait la peau du lion, Héraclès utilisa les propres griffes de l'animal pour le dépecer. Il se fit un manteau de la peau et se tailla une nouvelle massue dans le tronc d'un olivier centenaire qui se trouvait non loin. Il revint auprès de Molorchos, qui s'apprêtait à faire son sacrifice en l'honneur d'Héraclès, le pensant trépassé. Le voyant revenir avec la dépouille du lion de Némée sur le dos, le berger se réjouit et sacrifia donc son bouc en l'honneur de Zeus, heureux de voir son sauveur sain et sauf. Puis Héraclès rentra à Mycène pour annoncer à Eurysthée son triomphe. Là, en arrivant dans la ville avec la dépouille monstrueuse du lion, Eurysthée fut tellement effrayé par la vision de la carcasse qu'il sauta dans une jarre en bronze pour s'y cacher. Il interdit à Héraclès de pénétrer dans la ville et lui ordonna de déposer dorénavant les fruits de ses travaux devant les portes. Il nomma également un homme du nom de Copré comme son héros et ne s'adresserait désormais à Héraclès plus que par son intermédiaire. Ainsi, Héraclès acheva la première tâche sur la voie de sa rédemption et obtint, en récompense de celle-ci, ses plus célèbres attributs, la peau de lion, ou léonté, et la massue d'olivier. Mais ce n'était là que le début de son œuvre. Il lui en restait encore beaucoup d'autres à accomplir avant de pouvoir se pardonner pour ses crimes. Mais nous verrons cela une prochaine fois. En attendant, j'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura captivé. N'hésitez pas à la partager à vos proches, aussi bien lors d'un long voyage que blotti sous vos couvertures. Je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.